Bonjour à tous. Alors dans cette première table ronde de la journée, nous allons balayer large, mais nous serons aussi focus sur un sujet commun et central. Cette ligne rouge, cette ligne conductrice sera l'aménagement durable de nos territoires. Alors je disais large car nous parlerons d'urbanisme, d'innovation, de numérique, de mobilité, d'eau et d'énergie, des sujets assez divers, mais qui forment un équilibre essentiel quand il est question d'aménagement de nos villes et de nos territoires. Donc pendant 40 minutes, nous allons donc tenter de répondre à la question suivante. Quel l'aménagement demain pour nos villes et nos territoires? Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés sur scène Robert Médina, le maire de Mondouzil, le vice-président de Toulouse Métropole, chargé de l'eau et de l'assainissement, et le vice-président d'Opidea, la société d'économie mixte de Toulouse Métropole, chargé de l'aménagement. Vous devez avoir des journées chargées, hein, je pense, un petit peu. Assez, oui. Philippe Malacard, le directeur général de The Field, qui est le bras armé de la métropole sur le déploiement de la fibre à destination des professionnels. Bonjour. Bonjour. Oh, pardon, excusez-moi. Damien Notin, le directeur de cabinet à la délégation régionale d'EDF en Occitanie. Bonjour. Bonjour. Michel Roux, le PDG de la société Solar Paint. Bonjour à vous. Et Carmen Santana, architecte et urbaniste de renom, puisque vous avez été lauréate, comme dit Jean-Christophe, récemment du prix national d'urbanisme espagnol, et à mon tour de te féliciter. Merci à vous 5 d'avoir accepté l'invitation de la tribune pour ce nouveau forum Zéro Carbone. Nous allons tout d'abord parler d'urbanisme dans un premier temps, puis nous évoquons les sujets des technologies et de l'innovation. Alors je vais commencer avec vous, Carmen. On parle de plus en plus de l'urbanisme pointilliste. Or concrètement, de quoi s'agit-il? Est-ce que c'est une réponse aux difficultés d'aménagement d'aujourd'hui? Bonjour à toutes et à tous, et merci pour tous ces félicitations. Merci à la tribune et à Carlos Moreno, évidemment, et merci au maire de me recevoir dans ce retour aux sources, parce que c'est quand même l'école d'architecture du Mirail, de Toulouse le Mirail, qui m'a formée le long de mes trajectoires d'architecte, pour aller après fonder l'agence en co-création avec deux Catalans, donc c'est une agence franco-catalane que nous avons à Barcelone. J'aimerais bien savoir comment ça fonctionne, parce que j'ai plein de trucs à dire et c'est pas évident. On n'a pas fait la formation. Alors, merci. C'est bon là. C'est une grande question, cette question de l'urbanisme pointilliste. Je vais essayer de le faire très rapidement et on reviendra après dans les différentes prises de parole. D'abord, ça a été souligné en plus par Nadaya, ça a été souligné par Christine, ça a été aussi souligné par Erika à l'instant. D'abord, il s'agit de mettre en place un urbanisme humaniste et solidaire. Un projet urbain qui embarque tout le monde, qui embarque la population pour réellement pouvoir aller de l'avant et mettre la densité, dont on reparlera aussi. Ça se passe à Ivry-sur-Seine, c'est la première couronne de Paris. Et il faut le dire, et je pense que Pontevedra, c'est un peu la même chose, il s'agit des questions de volonté politique. Sans une volonté politique du maire importante, on n'y arrive pas. Et avec des aménageurs aussi qui nous suivent dans cette nouvelle manière de voir l'architecture et la ville. Il s'agit d'un urbanisme où on travaille sur l'échelle 1 cœur. L'échelle 1 cœur, c'est l'échelle du vivant. Le vivant, non seulement nous, les humains, mais aussi la flore et aussi la faune. Ce qui change quand même la donne, c'est cette question de comment on ramène en ville le végétal, ce qui n'est pas évident. C'est une question aussi de l'urbanisme solidaire, non seulement avec les personnes, toutes les personnes, depuis les enfants jusqu'aux personnes âgées, la question de la mobilité, des gens aussi autistes, toute la question du son de la ville, etc. Mais c'est aussi une question de solidarité avec la planète, ça vient d'être dit. Faire de l'architecture et de l'urbanisme aujourd'hui, c'est faire planète. Et c'est quelque chose qui est très nouveau. Et pour nous, les architectes, et tu l'as dit Christine, c'est d'une complexité absolument terrible. Parce qu'on doit être des interfaces pour essayer d'amener tout le monde. Et c'est quand même pas évident, on en reparlera aussi. C'est un urbanisme de dialogue. Il faut dialoguer, sinon on n'y arrivera pas. Et tout ça pour essayer de bien vivre ensemble et effectivement de déstandariser la manière comme on a aujourd'hui de faire nos choses. Je continue. Ce qui est important, alors je ne comprends pas pourquoi ça ne passe pas.
Est-ce qu'on peut, on peut passer à la S'il vous plaît, diapo il faut qu'on suivante, passe plus rapidement, sinon on ne va pas y arriver. Alors effectivement, la question de l'espace public est primordiale. C'est l'espace public sur lequel ces projets urbains vont démarrer. L'espace public en lien avec toute la question du végétal. Et il faut quand même savoir aujourd'hui, quand on parle d'espace public, 80%, c'est les mêmes données que tu as données sur les voitures, 80% ce sont des voiries transitables pour les voitures et non pas pour les piétons. Donc comment on renverse la donne de manière à avoir justement à peu près 40% d'espaces publics qui soient réellement des espaces publics et non pas des lieux de rencontre. Cette cité Gavarine, elle est faite, ce projet d'agriculture urbaine est fait sur une zone en rue, donc une zone vraiment fragile avec une population réellement très très fragilisée et dans un tissu urbain dense. On est en train de parler du vrai centre-ville dense d'Ivry-sur-Seine. La suivante, s'il vous plaît. Voici une image de ce qu'est un de ces cœurs d'îlots dans lequel le paysage productif a été mis en place. Nous avons 2,5 hectares d'agriculture, donc cette question de la proximité en ville, la production, dans ce cas-ci de la ville nourricière. Ça se passe dans les cœurs d'îlots et sur les toitures avec des serres pour essayer de diversifier le modèle économique, parce que toute l'agriculture urbaine est professionnalisée dans ce projet. Il y a bien sûr des étendues pour les habitants, mais normalement le projet est réellement basé sur cette question-là. On passe à la suivante, par exemple. Un truc hyper important, c'est qu'on travaille sur ce qu'on a appelé, et pour ça on a appelé ça l'urbanisme pointillisme, non pas nous, mais Grand Paris Aménagement, qui est l'aménageur qui nous accompagne dans ce projet. Ces plots qui tombent, vous avez vu l'image au départ, ces plots qui tombent du ciel, c'est-à-dire qu'on met d'abord l'espace public et le paysage, et ensuite on vient mettre la densité. Cet urbanisme-là permet une sécurisation des espaces publics qui est hyper intéressante, puisque du coup vous avez des transversées visuelles qui permettent de sécuriser, en même temps évidemment avec les espaces du rez-de-chaussée, etc. Et la question que soulignait aussi Christine tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui il y a une équation pour aller vers le biosourcé, pour aller vers des nouvelles manières de construire hyper compliquées. Et donc c'est un appel que je fais aujourd'hui à l'intelligence collective, non seulement des habitants, mais de tous les groupes de producteurs, des grandes entreprises, des aménageurs, des promoteurs, d'essayer de changer nos manières de faire nos équations et nos Excel. Ça tombe bien, on aura Modulem avec nous après qui a une vision très, très éclairée sur le sujet, Carmen, et je t'inviterai à les écouter attentivement. Vous vouliez intervenir ? Ah non, pardon. Robert Medina, on parle aussi beaucoup en ce moment, dans le prolongement de ce qu'il disait Carmen, de la loi zéro artificialisation nette, la ZAN, qui est plus connue comme sous ce nom-là. Ça génère beaucoup d'inquiétudes dans le rang des élus locaux, mais finalement, est-ce qu'elle ne va pas dans le bon sens? Parce que l'idée, c'est de densifier. Alors vous, quelle est votre vision sur le sujet? Alors, en tant qu'élu, évidemment, je vais vous répondre en tant que maire. C'est une loi à laquelle nous souscrivons tous. Évidemment, aller vers un Toulouse zéro carbone, c'est parfait. La loi climat et résilience, qui a été appliquée à partir de août 2021, je crois, impose aux communes de ne consommer que la moitié du foncier qu'elles ont consommé sur les 10 ans précédents. Pour Toulouse Métropole, par exemple, c'est 650 hectares, puisque nous avions consommé 1300 hectares précédemment. Donc quand j'entends Nadia Maïdi qui nous dit que les tours, finalement, ce n'est pas une solution, je suis très inquiet en tant qu'élu. Il faut densifier. Effectivement, il faut densifier, mais on peut densifier de quelle façon? En occupant les dents creuses dans nos communes, à condition que ces dents creuses soient libres, enfin, il y a toujours des solutions pour les récupérer, ou en construisant beaucoup plus haut. Alors, il y a effectivement Toulouse qui peut faire ça, mais Toulouse Métropole, c'est 37 communes, et sur les autres communes, ça va poser un problème aussi. Je suis maire d'une petite commune qui n'a pas construit les 10 dernières années. Donc, si la loi s'applique, je ne pourrai pas construire dans les 10 prochaines années. Ça veut dire que ma commune disparaîtra petit à petit. Donc, effectivement, il faut aller vers un zéro carbone. Effectivement, cette loi va dans le bon sens. La loi climat et résilience, il faut bien se battre pour combattre cette crise climatique que nous vivons actuellement. Mais, pour répondre à votre question, oui, les élus que nous sommes, nous avons une équation très compliquée à résoudre et nous sommes très inquiets, bien sûr. Et comment ça se passe avec les promoteurs immobiliers? Parce que beaucoup dénoncent une certaine paralysie au niveau de Toulouse Métropole, mais pas que Toulouse Métropole, hein, c'est un sujet français et national.
Mais voilà, les promoteurs locaux se plaignent de cette situation du comportement, on va dire, de l'attitude des élus locaux vis-à-vis d'eux. Donc, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, vous, en tant que maire et vice-président de métropole, pour changer les choses, en tout cas à leur égard? Ça fait partie de l'équation que nous avons à résoudre. Aujourd'hui, on ne peut rien faire, et en plus, sur la métropole de Toulouse, je ne peux pas parler nationalement, mais je peux parler de la métropole de Toulouse, nous avons un PLUIH qui a été annulé et que nous devons reconstruire. Et ce PLUIH, évidemment, nous le reconstruisons en tenant compte de cette loi climat et résilience. Donc imaginez un petit peu, ça veut dire que sur les 37 communes, nous avons 650 hectares à partager. Nous sommes en pleine construction. Sur ces 650 hectares, c'est important à dire aussi, il y en a beaucoup qui ont été consommés, puisque des permis avaient été accordés. Il y en a beaucoup qui ont été consommés depuis que la loi s'applique, depuis septembre 2021. C'est une grosse, ça fait déjà une grosse partie des 650 hectares qui est consommée. Et il y a une chose dont nous devons tenir compte aussi, c'est que nous accueillons tous les ans environ 15 000 nouveaux habitants. Il va falloir construire. Et ensuite, nous avons sur Toulouse, ce qui en fait sa dynamique, une industrie, une économie très dynamique, très très dynamique. Et je crois que simplement, pour le développement de ces économies, il est prévu de consommer autour de 300 hectares avant 2035. Vous voyez que nous avons un problème particulièrement important à résoudre. Alors, Carmen, je voulais juste faire réagir sur un petit point. C'est vrai que le maire actuel de Toulouse a été élu sur une promesse de densité modérée. C'est un concept qui lui est propre. Plus tard dans l'après-midi, on parlera de densité douce. Partout, on dit qu'il faut reconstruire la ville sur elle-même, mais on le voit, la population n'est pas prête à ça. Enfin, les recours se multiplient. Enfin, il y a vraiment un sujet. Comment on peut s'y prendre pour défaire ce nœud ? Les images, s'il vous plaît. Effectivement, la question du design est intéressante parce qu'il faut quand même aussi qu'on prenne le temps de ralentir. Il y a une question de temps. Je pense que dans cette hyper complexité, il faut réellement qu'on freine à un moment donné. Et c'est ce que font beaucoup de maires qui se sont avancés même à cette loi pour essayer de réfléchir. Après, il y a la question du comment, la densité. On peut passer, s'il vous plaît, la suivante. Je pense que la question de la densité, il faut déjà faire avec le déjà là. On peut avoir la slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Bon, la suivante. La question pertinente, l'intelligence collective entre tous, comment on essaie d'aller plus loin. Cette question du déjà là, construire sur ce qui existe déjà. C'est vrai que quand on a déconstruit, par exemple, la cité Gagarine, 350 logements qui ont été en plus les gens logés sur place, ça nous a coûté exactement pareil de déconstruire que de démolir. C'est pas vrai que ça coûte plus cher. Si tu viens de le dire, Christine, ça ne coûte pas plus cher de remodeler que de faire du neuf. C'est simplement se poser des questions bien en amont pertinentes. La suivante, s'il vous plaît. La question de comment, et en plus, avec cette question de la déconstruction, on met en place des nouvelles filiales de la construction qui sont très intéressantes. On peut avoir la slide, s'il vous plaît. Merci. Excusez-moi. Et qui vont être ces filiales de la solidarité, la suivante, et qui vont être des filiales qui vont vraiment intéresser. Bon, bref. Donc, construire sur le déjà là. L'autre question, c'est comment on aborde la densité, comment on embarque les habitants pour une densité partagée. Et pour ça, c'est tout le travail dont parlait aussi Erika, c'est la question d'aller sur le terrain. Mais alors, descendre, nous, les urbanistes et même les politiques, le maire sur le terrain pour aller parler, faire des ateliers transversaux, les enfants, les plus âgés, par ateliers plus grands, chaque fois plus grands, des balades, etc. Et qui permettent, la suivante, s'il vous plaît, d'avoir des outils en plus qui sont aujourd'hui très intéressants, comme un proposé par la ville E+, s'il vous plaît, non, à l'intérieur, qui sont la question d'un travail sur l'ego, qui donne immédiatement la densité dont on a besoin pour les habitants. C'est-à-dire qu'on a un plan avec la densité qu'il faut mettre en place et les propres habitants vont commencer à jouer avec ces Legos et en temps réel, ils vont voir la pleine que ça dégage et la luminosité que ça... C'est hyper intéressant. Et on arrive de cette manière-là à avoir une densité qui est ressentie, mais qui est atténuée par le vert comme infrastructure et qui en plus permet... qui est complètement porté par les propres habitants. Et les réunions publiques, c'est du plaisir. Et ça, c'est un truc quand même, alors que c'est très, très dense comme quartier. Merci, Carmen. On va aborder maintenant un petit peu les questions de technologie et d'innovation, mais tout en restant dans les logements. Avec vous, Damien, aujourd'hui, l'un des émetteurs majeurs d'émissions de carbone, ce sont les logements et les bâtiments tertiaires.
D'ailleurs, c'est un point central dans la lutte contre le réchauffement climatique. Quelles sont, à votre avis, les pistes de reconstruction de la ville? Alors j'ai entendu beaucoup de témoignages qui m'ont percuté, notamment sur la ville du partage, la ville solidaire et la ville qui a des ressources. Si on devait reconstruire la ville aujourd'hui, et beaucoup de quartiers sont en rénovation, je crois que l'énergie devrait être au cœur des réflexions. Si on prend des exemples particulièrement concrets, et Toulouse Métropole est un leader dans le domaine, on développe un réseau de chaleur dans un quartier en rénovation, eh bien on va avoir comme ressource une ressource 100% renouvelable, avec de la biomasse, et on va pouvoir alimenter un certain nombre de logements avec une énergie à coût maîtrisé et qui n'émet aucune émission de carbone. C'est un premier point. Le deuxième point, c'est, on l'a vu, le réchauffement climatique, on l'a ressenti tous sur Toulouse, j'habite Toulouse également, et on l'a ressenti très fort, sauf qu'il y en a qui le ressentent encore plus fort parce qu'il y a des dômes de chaleur, des îlots de chaleur qui se sont créés, on a pu les répertorier, et là je crois qu'il y a un élan solidaire à avoir, un travail collectif à avoir avec les collectivités, pour à la fois mettre beaucoup plus de végétalisation, mais également, et là c'est pas à Toulouse, mais je peux donner un exemple qui est pas très loin en Occitanie, à Sète, on peut tout à fait imaginer des solutions novatrices à partir de l'eau, où on va puiser les calories dans un fleuve ou dans la mer, et on va alimenter un réseau de froid décarboné et amener un certain confort, non pas descendre à 19 degrés l'été, mais ne serait-ce que descendre de 4 à 5 degrés, et quand on est dans ce logement à 34-35 degrés, eh bien ça redevient vivable. Donc il y a ce type d'expérience qu'il faut renouveler. L'autre point, c'est que nous avons aujourd'hui 3 millions de chaudières fuel qui se baladent sur notre territoire, beaucoup dans le rural, mais sur Toulouse Métropole, il y a 6500 chaudières fuel. Qu'est-ce qu'on met en place collectivement pour choisir les bonnes techniques, le bon choix pour l'habitation et pour aider les habitants, souvent qui n'en ont pas les moyens, à pouvoir changer leur chaudière qui pollue, qui émet des particules, avec un prix de l'énergie qui explose. Là encore, je crois que c'est un travail collectif entre les énergéticiens et les collectivités pour amener ce genre de service à la population. Je terminerai juste par le tertiaire et les entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de bâtiments tertiaires sur Toulouse Métropole. Plutôt que de développer de nouvelles énergies sur de nouveaux terrains, profitons des terrains qui sont là. On a Thales à Portet-sur-Garonne. Thales, ce sont des parkings de partout. Et bien aujourd'hui, ils équipent leur parking et on les accompagne pour ça. Ils équipent leur parking d'ombrières photovoltaïques et ils autoconsomment l'intégralité de la production, ce qui représente quand même une quinzaine de pourcents de leur facture. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, ils ne le regrettent pas du tout. Et on peut même imaginer un aéroport comme Toulouse-Blagnac devenir un hub énergétique de son territoire et que lorsqu'il va produire... C'est un projet d'ailleurs. C'est un projet tout à fait. Lorsqu'il va produire de l'énergie, il le produit pour lui, mais il le produit également pour les quartiers qui sont autour et qui sont en construction. C'est toute cette économie circulaire qu'il faut qu'on imagine, avec bien sûr en préambule la sobriété énergétique, le fait de consommer moins et de réhabiliter comme il le faut en isolant tout ce qui est à isoler. Pour rester dans le domaine de l'innovation, avec vous, Michel, je le rappelle, vous êtes le CEO de SolarPaint. Je vous laisserai présenter la société. Et on évoque beaucoup en ce moment justement cette question des toits blancs. Mais concrètement, qu'est-ce qu'ils apportent pour ceux qui sont à l'intérieur du bâtiment ? Tout d'abord, je voudrais repréciser une petite chose, c'est que c'est une innovation, certes, mais il y a quelques millénaires déjà, les Grecs enduisaient déjà leurs habitations à la chaux vive blanche. Et ça, c'était tout simplement une solution énergétique. Donc, je n'ai rien inventé. Mais on ne le faisait plus du tout. Humblement. Et nous avons tout simplement remis au goût du jour quelque chose qui existe depuis très longtemps. Après, je vais être aussi très transparent. C'est que lors d'un voyage aux États-Unis récent, il y a 5 ans, je me suis aperçu qu'ils avaient, eux, énormément avancé, justement, sur cette peinture dite réflective qu'on appelle le cool roofing. Et que le premier distributeur mondial qui est américain, malheureusement, Walmart, avait recouvert 95% de ses 2700 magasins avec une peinture réflective.
Donc j'ai pris quelques renseignements et puis j'ai décidé, puisque une des sociétés de mon groupe intervient dans l'application de peinture depuis très longtemps, de mener des recherches, du développement. Nous avons la chance en Occitanie d'avoir le premier fabricant de peinture en France, à Pamiers, en Ariège. Et nous avons travaillé durant quelques années pour justement arriver à une peinture qui ait la meilleure efficacité possible pour refléter, renvoyer les rayons du soleil et permettre que ce principe de l'albédo soit respecté et que la chaleur n'intègre pas et n'arrive pas à l'intérieur des bâtiments. Voilà, c'est pour répondre à votre question. Donc on vient concrètement baisser la température sur le toit, on la divise par 2, et on économise en moyenne entre 5 à 8%, 5 à 8 degrés pardon, à l'intérieur des bâtiments, ce qui revient à quelques économies entre 15 et 25% sur la facture énergétique des bâtiments. Aujourd'hui, quel est un petit peu votre CV, j'ai envie de dire, vous avez, en fréquence de clients, vous avez, quelle est leur typologie? C'est plutôt on est sur de la logistique, sur de l'habitat ou... Alors, bon, déjà, on maîtrise la technique sur les toits plats. Bon, on ne peut pas tout avoir, mais déjà les toits plats, c'est quasiment 500 millions de mètres carrés de toits plats en France, 82 millions sur la seule Occitanie. Et sur la plupart de ces toits plats, qu'est-ce qu'on retrouve comme revêtement? Des revêtements bitumineux, dérivés de pétrole, donc souvent gris, anthracite, noir, du bac acier, avec des couleurs, là, il y a une palette de couleurs qui est impressionnante, ou alors du fibrociment, revêtement à base d'amiante. On est en train de régler le problème avec le CSTB pour chercher quelque chose, mais il y a quelque chose qui est très large quand même, là. Très bien, on reviendra un petit peu plus après en détail sur cette peinture réfléchissante. Philippe Lacard, donc, je le rappelle, vous êtes le directeur général de The Fibre. Il se dit beaucoup que le marché, enfin les professionnels du télécom disent beaucoup que le marché de la fibre est en diminution, enfin du moins dans son installation. Par conséquent, y a-t-il encore un marché d'installation de la fibre sur Toulouse Métropole, sur les professionnels et si oui, quels sont un petit peu les enjeux à venir pour The Fibre dans les années futures? Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci de m'inviter déjà à cette table ronde. Tout d'abord, avant de répondre à votre question, je souhaiterais présenter rapidement cette société qui est The Fil. Donc The Fil, c'est un des satellites de Toulouse Métropole. Et l'objectif de The Fil, sa mission, c'est de l'aménagement numérique du territoire, apporter la fibre sur les 37 communes dédiées aux entreprises privées ou publiques. Pour répondre à votre question, au niveau du marché national, 55% des entreprises sont fibrées seulement. 41% sont sur le cuivre. Donc, il reste encore des choses à faire. Simplement, ces 41% trouvent trop cher l'offre pro. Ils préfèrent... On est sur le même ratio à Toulouse À peu près, voilà. Donc, je prendrai à partie M. Medina, qui est quand même maire de Mondouzil et qui est aussi à une ZAC d'activité. Et nous avons, grâce à lui, fait de nombreuses choses sur son territoire. Aujourd'hui, on a aujourd'hui, pour les gens qui ont accès à la fibre, vous avez la fibre du particulier, le FTTH, et vous avez la fibre pro. Et aujourd'hui, la fibre pro, c'est quand même plus cher. Pourquoi c'est plus cher? Parce qu'il y a des services derrière. C'est d'abord un débit qui est garanti et symétrique, une fibre qui est dédiée, et en plus, vous avez des obligations de maintien du réseau. C'est-à-dire qu'on doit dépanner en 4 heures. Je prends un exemple, une entreprise, n'importe laquelle, combien de temps vous pouvez vous passer l'Internet et de messagerie avant de décrocher le téléphone? Aujourd'hui, c'est plus possible. Imaginez un magasin de commerce qui a des terminaux de paiement. Il y a une coupure, c'est pas possible, son commerce s'arrête. Voilà. Donc aujourd'hui, on a encore des choses à faire. Aujourd'hui, on a des choses à expliquer à ces entreprises pour répondre et pas basculer. Et il faut savoir qu'à partir de 2023, donc demain, le cuivre, les offres cuivre vont s'arrêter. Voilà. Je suis content en tout cas de voir que vous avez retrouvé votre voix depuis lundi. Oui, j'avais un petit peu peur de votre silence à ma première question. Il est difficile de parler d'aménagement durable sans mobilité, Damien. Quels sont les enjeux pour une ville comme Toulouse, notamment sur cette mobilité électrique, par exemple sur les bandes de recharge? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui et
peut-être après, on pourrait peut-être étendre votre analyse à l'échelle de l'Occitanie. Effectivement, la mobilité est un point central, notamment pour une grande métropole. On le vit tous au quotidien. Le déploiement de la mobilité électrique, la décarbonation finalement de nos collectivités passera par l'électrification des usages. Et la mobilité électrique en est un. Mais la première des choses, c'est de réfléchir, et nous les grands groupes, je crois qu'on le fait tous, à comment circuler autrement, comment finalement aller au boulot plutôt en vélo ou en prenant les transports en commun qu'en prenant un véhicule particulier. Le deuxième point, et je crois que le président de la métropole l'a très bien dit, un véhicule électrique, ça reste très cher malgré les aides, et donc c'est particulièrement inégalitaire. Le groupe EDF aujourd'hui travaille avec sa filiale Isivia, certains démonstrateurs, notamment auprès des bailleurs sociaux, auprès des copropriétés, pour mettre de l'autopartage électrique, plutôt que chacun ait son véhicule individuel. Eh bien, on a une conciergerie et chacun peut utiliser un véhicule et rentrer dans la ville, puisque avec la ZFE, on ne le pourrait plus avec son véhicule thermique classique. C'est en Occitanie, cette expérimentation? On a une expérimentation qui est en train de se développer sur Toulouse Métropole. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est la recharge. Finalement, on entend tous autour de nous des gens qui ont des véhicules électriques et on manque de bornes. Donc, évidemment, avec toujours notre filiale, on développe des solutions de recharge, mais pas n'importe lesquelles. Je vais vous donner un exemple d'une innovation qui est née en Occitanie avec un projet qui s'appelle Flexitanie, soutenu par l'ADEME et la région. Et d'ailleurs, la première borne a été installée à Aéroscopia il y a peu de temps. Ce sont ce qu'on appelle les bornes véhicules to grid, V2G, des bornes de recharge où finalement on va se recharger lorsque le réseau est full en énergie renouvelable, à des prix les plus bas possibles. Et lorsque le véhicule est, et je l'ai entendu tout à l'heure, est 80% de son temps à l'arrêt, eh bien ça sert de batterie, de restitution d'électricité sur le réseau, et Dieu sait si on va en avoir besoin pour passer l'hiver. Et ce type d'expérimentation, 100 bornes vont être installées sur l'Occitanie, et c'est travailler sur la flexibilité pour accueillir sur le réseau les énergies renouvelables, restituer également l'électricité lorsque le réseau en a besoin. Donc ce type de borne sera multi-usage, et c'est ce qui va arriver progressivement sur nos territoires. Très bien, merci. Je vais revenir vers vous, Philippe. Je voulais vous laisser reprendre un petit peu votre souffle pour ménager votre voix. Quels sont un petit peu les projets phares qui ont rythmé ces dernières années l'activité de The Fil, aussi bien sur les équipements publics type école, crèche, etc., mais aussi en soutien des acteurs publics? Est-ce qu'il y a quelques petites réalisations dont vous êtes fiers? Je le sais, notamment, vous avez été très contributeur sur la 4G dans le métro à Toulouse. Et on était fiers parce qu'on était les premiers en France à avoir cette technologie. Faire un peu de choses, ça vient de rappeler que Toulouse est première en pas mal de choses. Alors effectivement, je veux dire, on a la chance à Toulouse, la métropole est un acteur majeur et nous sommes un acteur de la métropole. On a la chance d'avoir fait des projets emblématiques. Vous me parlez de cette fameuse 4G dans le métro. Nous avons été un acteur, à la demande de notre président Jean-Luc Moudenc, de câbler, de fibrer l'ensemble du réseau métropole, des lignes de métro toulousaines pour avoir un réseau full 4G. Voilà. Le but, on n'est pas vu des concitoyens. On est dans l'ombre, mais on apporte la lumière. On passe notre temps à travailler pour le mieux vivre, le mieux-être des gens. Pendant le Covid, on a répondu à certaines entreprises qui étaient, je prends M. Medina à témoin, ils avaient leurs gens en télétravail et ils ne pouvaient pas échanger avec l'entreprise. On a répondu présent, on est allé mettre en service des liens complémentaires. De plus, on gère le réseau des hôpitaux. Les hôpitaux, à un moment donné, ont traversé une crise de télécommunications et à un moment donné, la direction numérique de ces hôpitaux toulousains nous a demandé de faire une architecture optique, c'est-à-dire une boucle sur 77 km, parce qu'il y a 18 sites du CHU toulousain, pour leur permettre de mieux communiquer, de mieux échanger, et que le patient, même s'il ne le voit pas, peut avoir son dossier médical. Et là, le dernier projet que la métropole nous a demandé, c'est sur l'éducation, c'est-à-dire apporter la fibre dans plus de 160 écoles de la ville de Toulouse. On commence par la ville de Toulouse, et après on n'oublie pas, on fait partie d'un groupe 37 communes. D'ici, normalement, au mois de juin 2023, on doit avoir accordé plus de 160 écoles numériques pour permettre à nos chères têtes blondes de mieux travailler, de proposer des choses. Voilà. La fibre, c'est faire de la proximité. Voilà. On va chercher les gens et grâce à la fibre, on recentre les affaires. Très bien, merci. Alors, Michel, pour revenir
Sur votre peinture réfléchissante, quelle plus-value elle apporte sur le marché? Parce que vous le dites vous-même, vous n'êtes pas tout seul. Donc, quelle plus-value vous apportez? Et mon autre question, ça serait, faut-il privilégier une peinture réfléchissante ou un toit dur? Parce qu'il y a aussi des sociétés qui sont sur le toit dur en blanc. Finalement, quand on est une entreprise ou même un bailleur social qui veut innover et mettre un toit plat sur un futur programme, quel choix doit-il faire entre une peinture et un toit en dur? Alors, il est sûr que même si le toit est blanc, il sera quelque peu réfléchissant, mais il ne le sera pas de façon aussi efficace que s'il est traité avec une vraie peinture réflective. Il y a un indice, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais ça s'appelle l'indice de réflectance, le SRI. Donc il y a notre produit aujourd'hui a un indice qui est particulièrement important puisqu'il est de 116, c'est le premier sur le marché, et là je parle au niveau européen. Donc peindre un toit dur en blanc, oui, ça sera une chose, mais on peut peindre des centrales nucléaires béton avec des peintures réflectives, ce qui leur permettrait de passer beaucoup plus facilement les pics de chaleur, notamment que nous avons pu connaître cet été. Mais donc sur les toits béton et sur l'ensemble des toits, nous pouvons appliquer cette solution. Alors, vous avez un petit peu Voilà anticipé une mise en relation. Parfait. Alors justement, ça anticipe un peu la question que j'avais pour vous encore. C'est est-ce qu'on peut imaginer d'autres usages pour cette peinture, par exemple repeindre les routes, les sols? Enfin, je vais vous parler d'une expérience personnelle, mais j'étais cet été à Minorque et il y a un village qui est tout blanc, du sol au toit, enfin tout est blanc, les murs, tout est blanc. Et justement, c'est pour cette question de protection contre la chaleur. Et donc, est-ce qu'on peut envisager la même chose? Est-ce qu'on pourrait avoir des villages blancs en France, totalement blancs, qui seraient non pas des îlots de chaleur, mais des îlots de fraîcheur? Alors, ils ont commencé à Los Angeles à peindre les trottoirs, les routes en blanc. Il faut regarder parce qu'il y a plein de solutions possibles et l'addition de toutes ces solutions, je pense, sera vertueuse. Néanmoins, vous avez un article qui est sorti hier. Un groupe de chercheurs américains vient de sortir une peinture réflective pour auto. Ça, c'est intéressant parce que le confort à l'intérieur et si on arrête de mettre la clim dans nos véhicules, on va peut-être moins consommer aussi. Donc, je pense qu'il y a toute une déclinaison qui va arriver. Enfin, c'est parti, là, maintenant, on le sent bien. Bon, en tout cas, on repeindra les centrales nucléaires en blanc en premier. Ça sera plus joli dans le paysage que du gris béton. On va voir la vie en blanc, je crois. Ouais, je pense que c'est mieux. Pour revenir sur le numérique avec vous, Philippe Naka, on parle beaucoup de 5G. La 6G aussi vient tout doucement dans le débat. On parle de villes connectées. Maintenant, avant, on évoquait la ville intelligente, la smart city. Alors, de quelle manière vous intervenez sur ces champs opérationnels à Toulouse et est-ce que vous avez des projets qui illustrent un peu cette volonté d'innovation? Je pense notamment au projet Vol de nuit qui concerne Cartier-Montaudan. Voilà, comment cet exemple illustre parfaitement cette logique d'innovation? Alors, toujours à l'initiative de la métropole, au niveau de Montaudan, qui est un écoquartier, nous avons lancé une expérimentation depuis 2020 sur vol de nuit. Qu'est-ce que c'est vol de nuit? C'est la mise en pratique de nouvelles technologies, l'interopérabilité entre toutes ces technologies. On a un bâtiment qui est emblématique, qui s'appelle le B612, et on se sert de ce bâtiment pour échanger dans cet écoquartier le long de l'ancienne piste d'Air France qui est le long, et nous apportons la fibre à la fois dans les candélabres. Pourquoi les candélabres? Parce qu'un candélabre, c'est un point haut. Et quand on est en haut, on voit ce qui se passe en bas. Donc on voit les piétons, on voit les places de parking, on voit un certain nombre de choses. Donc on peut réguler la lumière, on peut compter et faire un certain nombre de choses. Le but, et dans ces écoquartiers, vous avez des containers ordures enterrés, donc c'est toujours, on va tomber dans le monde de l'IoT. Quelle est la bonne technologie pour ne pas opposer le numérique, parce que j'entendais que le numérique était très important en consommation, 4%, voilà, énorme. Là, c'est de trouver la bonne technologie. Alors, la fibre ne fait pas tout. Aujourd'hui, il y a des technologies radio, avec des bas débits et des très hauts débits, 4G, 5G, et du LoRa. Le but, c'est ça, c'est d'expérimenter et de montrer à nos élus qu'est-ce qu'on peut faire. Et on a la chance de pouvoir avoir un laboratoire d'essai à l'échelle d'un écoquartier. Et là, prochainement, on va remettre des conclusions à la collectivité pour parler. Je reviens sur le problème de la 5G. Encore une fois, avec Toulouse Métropole, on a répondu à un appel d'offres européen
pour un démonstrateur 5G. Le but, c'est que Toulouse Métropole, s'il gagne ce projet, il y a 5 ou 6 expériences, donc encore une fois de plus, sur la mairie de Mondouzil. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la 5G? Donc la 5G, c'est apporter la mobilité. La mobilité, parce que la fibre, je vous ai dit, ne fait pas tout. Dès que l'objet est en mouvement, c'est compliqué. Dès qu'il faut rapatrier de la donnée, c'est compliqué. Une expérimentation économique sur Mondouzil, une expérimentation du côté pour les Toulousains, la prairie des filtres, parce que la prairie des filtres, c'est Rio Locaux, c'est la fan zone et tout ça. Et après, du côté de Francazal, parce que Francazal, c'est aussi encore un laboratoire d'essai. Voilà. Et Toulouse Métropole veut avoir un réseau 5G souverain, voilà, avoir son propre réseau, pour répondre. Et derrière, c'est tout de suite les capteurs, de la donnée, et d'apporter... Il y a des startups, avez-vu, dans cette aventure. Énormément. Il y a Walter, exactement, parce que vol de nuit... Il y a Alsatis aussi, mais qui n'est pas une startup, mais qui est une PME locale qui développe la 5G, notamment au CHU de Toulouse. Enfin voilà, vous êtes plusieurs sur le projet. C'est ça, tout à fait. Le vol de nuit, c'est un groupement d'entreprises privées et publiques. Il n'y a pas que The Fil. The Fil est un des acteurs. On essaye de mettre ça tous en musique. C'est vrai que c'est pas simple. On travaille sur des nouvelles technologies, c'est des coûts importants. C'est de la consommation énergétique. On est raccordé dans 20 data centers à Toulouse. Aujourd'hui, on regarde comment faire évoluer le matériel électrique et mieux consommer et moins consommer. Michel, j'ai une petite question encore pour vous. J'ai une consoeur du JDD qui a fait un super article. Faut-il repeindre la France en blanc? Alors moi, je vais reprendre un peu son titre. Est-ce qu'il faut repeindre tous les toits de la France en blanc? Est-ce que c'est utile? Ou est-ce qu'il faut plutôt un usage ciblé? Difficile de répondre à cette question, mais je pense que dans un premier temps, il faut un usage ciblé. Si assez rapidement, on peut recouvrir les 500 millions de mètres carrés de toits plats, souvent des toits qui sont sur des bâtiments commerciaux, des bâtiments industriels, des bâtiments logistiques, je pense qu'on aurait fait un grand pas. Après, intervenir sur l'habitat, pourquoi pas? Il y a une technologie qui est peut-être à développer. Ce qui est intéressant, et c'est important de le souligner, on a énormément de partenaires dans notre champ d'action au niveau de l'entreprise et de mon groupe. On s'est aperçu fortuitement qu'en apposant une peinture réflective sur un toit et en y apposant après des panneaux photovoltaïques, ces panneaux photovoltaïques, il faut savoir qu'au-delà d'une certaine température, ne produisent plus. Et avec cette peinture blanche, justement, cette peinture réflective, ils se sont tous aperçus qu'ils gagnaient à peu près 10% de production électrique sur les panneaux de photovoltaïque. Donc vous voyez, c'est vraiment de la complémentarité, mais un pas après l'autre, et pourquoi pas un jour. La stratégie du colibri, voilà. Ça comme ça. Alors, il nous reste une dernière petite séquence sur la nature et les espaces. Alors, je vous demanderai bien de faire des réponses pas trop longues pour pas qu'on déborde trop sur le timing prévu. Robert Médina, il y a la destruction de l'ancien parc des expositions sur l'île du Ramier, elle est novatrice dans le sens qu'il y a une très grande surface qui a été ou qui est en train d'être débitumée. Je sais, il y a plusieurs termes, mais en tout cas, on retire le goudron de la surface. Je crois que c'est une démarche que vous souhaitez généraliser à l'ensemble de la métropole, en tout cas sur plusieurs sites. Alors, quelles sont vos ambitions à la matière et concrètement, quel est un petit peu le calendrier de déploiement, si je peux dire, sur la métropole? Alors déjà, sur la métropole, nous venons de lancer le schéma de gestion des eaux pluviales, justement dans ce sens, pour aller vers plus de désimperméabilisation. Ce qui se passe, ce que l'on veut, il faut savoir que Toulouse a un réseau séparatif. Il y a un réseau pluvial et un réseau eau usée. Nous sommes une des seules métropoles de France à avoir cette particularité. 90% du réseau de la métropole est séparatif. Le problème, c'est qu'on recueille les eaux dans un réseau, mais on ne recueille pas que les eaux, on recueille aussi toute la pollution. Et tout ça, évidemment, ça part à la Garonne. Donc il faut absolument désimperméabiliser et le plus rapidement possible. Mais bon, un schéma, on va mettre 2 ans, 3 ans à faire le schéma, parce qu'il faut réfléchir. Le plus important, c'est d'arriver à récupérer l'eau là où elle tombe. Plus d'infiltration, c'est moins de pollution. Donc vous avez compris, la solution, effectivement, c'est d'aller vers la désimperméabilisation et on a un gros travail que l'on fait là-dessus pour aller le plus vite possible, bien sûr. Alors, Carmen, assez rapidement, s'il te plaît, par quels moyens on peut ramener de la nature de manière durable, en ville? Ça, c'est un procédé, mais je suppose qu'il y en a d'autres et que
que tu développes sur tes projets? Oui, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est la question de l'appropriation par les habitants, de l'éducation et l'accompagnement. C'est hyper important d'accompagner, d'éduquer pour que les gens puissent co-vivre avec la nature. C'est pas facile de vivre avec les petites bestioles, les trucs qui vont rentrer dans les maisons. Donc il y a une question d'accompagnement très important. Donc il faut faire avec les habitants, les éduquer. Il y a la question aussi de tous les sous-sols. Les sous-sols, ils sont très mal fichus. Donc, dès que j'ai plein de slides super intéressantes, mais là, c'est pas grave. On ne peut pas planter un arbre. Il y a tellement des tubes, des trucs qui passent par tous les réseaux. Il y a un énorme travail à faire en lien avec les concessionnaires. Et il faut qu'on y mette tous du nôtre. C'est la question de l'intelligence collective. Et c'est pas facile. Dieu sait que c'est pas facile. En tant qu'urbain, je vous le dis, c'est pas évident du tout. Et voilà, je pense que. Ah, pardon. Non, mais de toute façon, on n'a plus le temps là. On perd trop de temps avec la zapette. On sera sans zapette. Tu avais fini? Oui. Ah, pardon. Tu m'as dit d'aller vite, je vais vite. Tu as fait très vite. Pour revenir sur le sujet de l'eau, Robert, on le sait, il y a un tiers, voire 50% de l'eau potable propre à la consommation se perd, avant même d'être consommée, elle se perd dans le réseau de distribution parce que les concessionnaires choisis à Toulouse et ailleurs n'ont pas fait le job. Mais parce que ça coûte cher. Alors, où on en est aujourd'hui à Toulouse sur le sujet? Est-ce qu'on est toujours sur ce ratio de 30 à 50% d'eau potable perdue? Je sais qu'il y a un plan d'investissement qui a été annoncé quand il y a eu le nouveau contrat qui a été passé avec Veolia et Suez. Alors aujourd'hui, on en est sur la situation. Alors déjà, pour défendre nos délégataires, ils font leur boulot et ils vont vite. Mais moi, mon rôle, c'est de les critiquer. Bien sûr. Donc, Toulouse Métropole, c'est 85% de rendement. Toulouse, c'est 88%, c'est-à-dire 88% de l'eau qui est traitée arrive jusqu'au robinet. Donc déjà, il y a un effort considérable qui a été fait. Ensuite, on a doublé l'investissement pour le renouvellement des réseaux. On est passé de 0,4% par an à 0,8%. Donc on fait actuellement, entre l'eau et l'assainissement, 24 millions de dépenses annuelles pour réparer nos réseaux. Et on va très vite. Donc, on limite au maximum les zones. Deuxième chose, on a mis en place un centre hypervision que l'on appelle Comet sur notre station de traitement des eaux potables de Clairefonds. Et relié à ce centre hypervision, il y a 1600 capteurs à Toulouse qui peuvent capter les fuites à 1 mètre près. Et ça, c'est surveillé 24 heures sur 24, 12 mois sur 12. Donc, une fuite, une intervention immédiate. C'est la deuxième solution que l'on a mis en place, qui marche actuellement, qui fonctionne. Ensuite, pour éviter, on a aussi mis des capteurs pour régler la pression de l'eau. Il y a des moments, la nuit, où on peut baisser la pression. Et moins de pression, c'est moins de fuite. C'est encore une solution qui est mise en place, qui existe aujourd'hui. Et enfin, on est en train de changer tous les compteurs d'eau de la métropole pour les remplacer par des compteurs connectés, pour faire le télérelevé. Et là aussi, on peut signaler à nos administrés s'il y a une fuite chez eux et faire une réparation tout de suite. Auparavant, ils attendaient leur facture d'eau pour se rendre compte qu'effectivement, ils avaient consommé des centaines de mètres cubes d'eau. Donc vous voyez, Toulouse Métropole est une métropole vertueuse en matière d'eau et je m'attache à ce qu'elle le soit encore plus, bien évidemment. Vous n'avez pas peur d'une frontale à Linky? Non. Non. C'est un peu le principe. Damien, pour finir avec vous, au-delà, on en parlait un petit peu tout à l'heure avec Michel, il y a la nécessité d'avoir la stratégie du colibri, c'est les petits plus qui feront les grands plus. Alors, vous, à EDF, en interne, comment vous faites pour limiter les émissions carbone de vos équipes? On le sait, voilà, vous êtes un grand employeur, vos équipes se déplacent beaucoup sur le terrain. Comment on fait pour limiter cette empreinte carbone de vos interventions, de votre activité? Quelle est votre stratégie? Alors, on a beaucoup parlé de technologie. Quand on parle de sobriété énergétique, c'est peut-être le plus compliqué, on parle de comportemental. Donc, comment est-ce qu'on change nos habitudes? Le Covid, finalement, a eu plein d'effets négatifs, mais a permis quelques opportunités, c'est de changer les pratiques. Aujourd'hui, nos salariés font du télétravail. Et le télétravail permet déjà de se déplacer moins et d'être dans la ville de proximité. Et nous sommes en train de développer les tiers-lieux pour que nos salariés puissent travailler, non pas forcément chez eux, ce qui est parfois compliqué, mais puissent profiter de tiers-lieux partagés avec d'autres entreprises. Et ça, je crois que c'est l'avenir, plutôt que d'avoir des grands centres où les 2500 salariés du groupe iraient chaque jour au même endroit. Premier élément.
Le deuxième élément, c'est que nous travaillons également sur nos usages et aujourd'hui, nous avons un programme qui s'appelle le programme EV100 où nous changeons l'intégralité de notre flotte, 100% de nos véhicules en véhicules électriques, avec bien sûr les bornes de recharge qui vont avec, et bornes de recharge qui seront mises d'ailleurs, par exemple à Basso-Combo, juste à côté, qui seront mises à disposition du grand public. Ça, c'est un deuxième élément. Voilà. Le troisième, c'est comment est-ce qu'on accompagne nos salariés pour qu'ils utilisent plus les transports en commun, le vélo, etc. Et là, on en profite, et nous sommes partenaires, et on en est très fiers, de Toulouse Métropole, qui a lancé un projet européen qui s'appelle Ecomode. Ecomode, c'est tout simplement une application qui permet de valoriser, à chaque fois que nous ne prenons pas notre véhicule individuel, mais que nous venons à pied, à vélo ou en transport en commun, on gagne des points, des cadeaux, ça se transforme en certificat d'économie d'énergie. C'est sur la zone aéroportuaire, ça, principalement? Non, c'est surtout Toulouse Métropole. Toulouse Métropole, d'accord. Et donc ça fait partie finalement de ce que font nos politiques et nos métropoles, et dont on se sert finalement pour passer les bons messages auprès de nos salariés, pour changer les comportements et les mentalités. Voilà quelques exemples, et je ne parlerai pas de sobriété de nos bâtiments, mais ça fait partie vraiment des choses que l'on déploie aujourd'hui. Très bien, merci Damien. Alors, on a parlé de densité en tout genre, on a parlé d'innovation, de technique, mais au final, est-ce qu'on n'a pas un travail à mener, Carmen, sur l'usage global de nos espaces et revoir en fait nos priorités? Et je te laisserai un petit peu au final le mot de la fin de cette table ronde, parce qu'on a déjà un petit peu débordé et mes collègues sont en train de me détester à l'heure actuelle, surtout Boris qui est assis comme un piqué debout sur un piqué depuis 15 minutes. Je vois, ça met du stress. Merci pour cette prise de parole pour conclure. Je pense que, et je le répéterai toujours, il faut qu'on parle davantage, il faut qu'on dialogue davantage. Il faut vraiment qu'on dialogue davantage d'une manière croisée et transversale. Il faut qu'on parle de l'éducation digitale. Je ne suis pas contre l'Internet, évidemment, puisque c'est intéressant, mais il faut qu'on parle de l'éducation digitale. Vous savez qu'aujourd'hui, quand même, en 2021, Internet a consommé 10% de l'énergie planétaire. C'est-à-dire qu'en 2030, on va avoir besoin de je ne sais pas combien de planètes pour pouvoir fonctionner. La question de la pensée systémique a été importante. Et je pense qu'il faut être généreux. C'est le moment d'être créatif. C'est le moment d'être disrupteur. On travaille encore sur des questions du XXe siècle. Et on n'est pas assez frais, on n'est pas assez... vraiment, c'est un moment de disruption profonde. Il faut qu'on trouve des nouvelles méthodes, des nouvelles manières de collaborer, de nous écouter les uns les autres. C'est un peu pour prendre tout. Par exemple, demain, je monte une boîte de lunettes, moi. Parce que si on peint tout en blanc, le bon sens, il faut revenir au bon sens, vous en avez parlé les uns et les autres. Le bon sens méditerranéen, c'était les murs, c'était pas forcément les rues. Les rues, elles sont couleur plutôt sable, plutôt gris clair, sinon on s'éblouit, on voit rien. C'est pas le bon vivre ensemble, c'est pas la vie de la proximité. On se verrait, enfin, c'est joli des villes blanches avec des gens avec des lunettes de soleil. Mais je monterai, donc demain j'arrête l'urbanisme, je monte l'architecture, je monte une boîte de... Enfin bref, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de faire des petits pas, oser. Il faut oser des choses, il faut vraiment... Et des petits pas. Et si on arrive à bouger le navire de 15 degrés, 20 degrés et tenir un petit peu dans le temps, on finira par vraiment faire tourner le vent, en fait. Sinon, c'est impossible de faire une manœuvre de 190 degrés avec un énorme navire qui est notre société et notre manière de comment on a fondé ça depuis des siècles et des siècles. Amen. Ça sera le mot de la fin. Merci à vous 5.